dans le cœur d'un sportif. Présenté par Pierre et Amine, le podcast qui va vous faire bouger. Bonjour à toutes et bonjour à tous, on est là pour un nouvel épisode de Dans le cœur d'un sportif. Et pour m'accompagner comme à son habitude, on a notre référent, notre coach à tous, Pierre. Ça va Pierre ? Salut Amine, écoute, en pleine forme, là j'ai plein de questions pour notre invité. Ouais, là on est typiquement dans le sport plaisir du quotidien et dans cette période un peu compliquée où tout est fermé et tout est calfeutré, on peut pas faire du sport normalement et j'allais dire que là on est pile poil dans l'air du temps en termes de liberté et de praticité du sport. On va parler roller aujourd'hui, on a un invité hyper sachant et hyper exceptionnel cette semaine. On va juste l'accueillir aujourd'hui. Cyril, ça va Cyril ? Ça va, merci, super. Bon, merci pour votre invitation. Content de te recevoir aujourd'hui. On va parler d'un sport, comme je le disais juste avant en introduction, hyper simple. C'est un peu comme moi en tout cas je le vois comme le running. Tu prends une paire de baskets et tu sors de chez toi, tu pratiques. Le roller, c'est exactement ça. Pour moi en tout cas c'est ça. Absolument. Donc tu as bien introduit, c'est-à-dire qu'il y a un côté accessible. Hein. Ouais. Moi, ça fait quelques années que je pratique ce sport. On va commencer par ça, vu que ça fait quelques années que tu pratiques ce sport, juste pour nos auditeurs, juste un petit CV, j'allais dire, pour qu'on puisse te connaître un peu mieux. Ouais, ça fait une vingtaine d'années que je pratique ce sport. Ça fait une vingtaine d'années. À un moment donné, j'ai eu l'opportunité de pouvoir l'enseigner, de pouvoir l'enseigner pendant 10 ans. Près de chez moi, donc dans mon département, dans le Haut-Rhin, dans un village qui s'appelait le village La Forme, qui se situe à Wittenheim, à côté de la banlieue de Mulhouse. J'ai donc été le prof de roller pendant une dizaine d'années. J'en ai profité pour passer mon brevet d'État dans l'option rando. Il y a plusieurs options sur la filière à l'époque, puisque maintenant les brevets d'été n'existent plus. C'est transformé en BPGEPS et en DEGEPS. Ouais. Ceci étant, donc ça m'a donné la motivation de passer mon brevet d'état. Et j'y ai pris goût. Moi, je pratiquais moi déjà de mon côté. Et après, j'ai enseigné à peu près 1000 personnes. On va dire, si je fais rapidement c'est pas mal 1000 personnes. Sur une dizaine d'années, à peu près. C'est pas mal 1000 personnes. Donc aujourd'hui, tu es entre guillemets coach de roller. Je sais pas ce que ça se dit comme ça, ou il y a une appellation, on peut dire coach de roller ? On peut, prof, coach, voilà. Donc, Cyril, j'avais une question. Déjà, la différence entre... alors, je sais pas si ça s'appelle la même... Tu sais, il y a les rollers inline, et ou je sais pas si ça s'appelle aussi comme ça, les rollers à 4 roues, tu sais ? Absolument, les quads. Ah, ça s'appelle les quads, d'accord. Donc toi, c'est inline. Moi, c'est inline. T'as bien fait, Pierre, de le préciser. Effectivement, moi, j'enseigne sur du inline. Maintenant, le quad, on peut trouver des similitudes, en tout cas sur le déplacement. Maintenant, pour parler et pour être précis, effectivement, c'est du roller inline. Voilà. Qui se rapproche étonnamment, alors je tenais à le souligner, du ski dans la technique. Voilà. J'allais même penser au patinage artistique, non, mais au patinage. Rien à voir. Absolument. Là, on est complètement dans le patinage, on est complètement dans le patin à glace. Ceci étant avec un revêtement un peu plus abrasif, un peu moins glissant, si je puis dire, entre la roue et le sol. Ceci étant, on a sur les prises de quart, pour pouvoir avancer, parce que c'est de la propulsion, sur la prise de quart, on est étonnamment sur du ski alpin, ou du ski de fond. C'est pour ça que moi je fais souvent ce parallèle, évidemment le patin à glace, évidemment, mais pour que les gens comprennent bien le sens, c'est-à-dire que on n'a pas besoin forcément de dénivelé pour pouvoir se faire plaisir en roller. Voilà. Ce qui n'est pas le cas pour le ski alpin, puisque après il y a d'autres formules, comme le ski de fond, c'est pour ça que je fais le lien avec le ski de fond. Voilà. J'ai une question aussi, c'est surtout, par exemple le vélo, ce qui est intéressant dans le vélo, c'est que tu peux faire des longues balades. Alors, pour les novices comme moi, 20 km, ça se fait, 30 km, ça se fait. J'ai l'impression qu'en roller, on est plus sur une activité de parc. Ça veut dire, pour moi, on balance ça dans un parc, on y va, on fait le tour du parc, 2-3 km, on a pris du plaisir et c'est terminé. Est-ce qu'il existe des randonnées, je sais pas, des trucs comme ça, enfin,
J'ai entendu dire qu'il y avait des gens qui faisaient des kilomètres, donc voilà, j'aimerais que tu m'en parles un petit peu. Alors justement, ça a été un peu l'objet un peu de la création de ma structure, qui s'appelle Rando Roller, Ouais. pour le coup, puisqu'en plus, quand j'ai passé mon brevet de classe, c'était cette option-là précisément. Donc, qui dit randonnée, dit distance, d'accord? Alors, effectivement, il y a des patins qui s'y prêtent plus que d'autres, parce que dans la famille du roller, inline, je précise, il y a ceux qui pratiquent dans des parcs, comme tu l'as dit, Ouais. avec des rampes et autres. Donc, il y a une pratique, en tout cas une forme de patin précise, avec souvent des petits trous, avec la possibilité d'enchaîner des figures. Ouais. Voilà. Moi, je sors de ce cadre-là et je suis plus sur une pratique 4 roues, 80-90 mm, ou alors 3 roues, 110 mm. Je suis un peu technique. Ouais. Je parle du diamètre de la roue. Bien sûr. D'accord. Platine longue, platine courte. Plus la platine est longue. Donc après, il y a le registre de la course aussi, naturellement. Encore que ceux qui font de la distance, moi j'en rencontre, en tout cas des pratiquants qui ont des randos spécifiques à la course. Donc l'idée m'est venue comme ça aussi de développer, vu la situation actuelle, c'est-à-dire on peut gérer la distanciation et en même temps ce plaisir de voir du paysage, parce qu'on peut faire vite de la distance. Donc, je vais vous donner un exemple. Je suis à peu près sur une moyenne de 20 à 30 km/h, 20 à 30 km à chaque sortie. Ça se fait, on va dire, alors moi j'y vais sur une base de 15-16 km/h à peu près de moyenne. On est à peu près sur, on va dire 1h30, 2 heures de temps, entre 1 heure et 2 heures de temps, voilà mes sorties. Et tout a démarré en fait sur un défi que je me suis lancé l'été dernier. Ouais. Parce que je suis parti avec un sac à dos. Je me suis dit, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait. Je suis pas parti comme un fou. Il y en a d'autres, il y en a peu, mais il y en a d'autres qui l'ont fait. Avec un sac à dos, et je suis parti faire 500 km. Je suis parti faire 500 bornes. Attends 2 secondes. Calme-toi, tu nous balances ça comme ça. Pierre et moi, on n'est pas prêts. Faut pas nous balancer des distances comme ça. Alors, ça... Non, mais tu parlais de longue distance. Là, moi, j'affiche la couleur. C'est ce qui m'a donné aussi envie de me dire, à mon petit niveau, je dis un petit niveau parce que... Moi, tu parles de petit niveau, tu dois balancer 500 km. Tu peux pas parler de petit niveau à 500 km. Non, je vais te dire pourquoi. Parce que je pense que on n'est pas prêt. Tu as raison. Aujourd'hui, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt parce que les infrastructures, pour l'instant, ne s'y prêtent pas totalement. Et ça, c'est un petit peu la difficulté. Mais je pense que dans les 20 ou 30 ans qui viennent, on va avoir... ça, j'en suis convaincu. C'est pour ça, aujourd'hui, je sème quelque chose. Je sème à mon petit niveau. Oui. Peut-être là, à mon petit niveau, à ce niveau-là. Mais je me dis, moi, j'avais besoin de me dire, c'est possible, les gars. C'est possible de faire ça. Et moi, j'ai passé 14 jours avec une moyenne d'une 30aine de kilomètres par jour. Je suis allé de Tours à Nantes et j'ai fait... Attends, faut nous refaire. Au moment où tu te dis, ok, je vais faire ça, d'accord? C'est quoi ta première organisation? Comment on organise un périple aussi fou que celui-là, que de pratiquer, de faire du roller sur 500 bornes? On part d'où? On élabore... Pierre, je suis choqué, Pierre. Oui, parce que moi, 500 bornes, j'aurais commencé déjà par 100. Pourquoi 500 d'un coup cash? Non, alors c'est pas 500, c'est pas arbitrairement, c'est que... Alors, avant de rentrer dans l'idée, ou en tout cas dans ce projet fou que j'ai eu l'été dernier, entre les 2 confinements d'ailleurs, c'est que justement, je voulais répondre à la question que tu m'as posée, à savoir, la rando, ça sort du principe du parc. Et moi, j'ai poussé à l'excès, de dire, je vais vous montrer que la rando, ça peut se faire sur de la distance. Alors, j'ai pas découvert toujours des pistes cyclables. C'est vrai que ça a été un petit peu ma difficulté d'organisation dès le départ. Alors, c'est pas 500, c'est qu'au départ, je me suis dit, la France est belle. La France est belle. Donc, je me suis dit, je vais commencer par quoi? Et je me suis dit, Château de la Loire, je connais pas. Mais tout Château de la Loire, le V6, donc c'est... Le V6, c'est des appellations sur des pistes cyclables. Ouais. Mais qui dit piste cyclable ne veut pas dire forcément bitume. Ça a été là ma difficulté. D'accord? Donc, j'ai décidé de raccourcir parce que je me suis dit, je peux poser que 15 jours de vacances. Sinon, je peux, voilà. Et c'est une première, donc on y va, voilà. Il va falloir que la carotte soit mangeable. Et je me suis dit, en regardant un peu les distances et les étapes, me dire, je démarre d'où? Alors, j'ai dit, je vais faire une partie Château de la Loire, mais j'avais aussi envie d'aller sur le bord de l'Atlantique. Et je me suis dit, je vais démarrer de Tours.
Et j'ai pris le train avec mon sac à dos. Je me suis entraîné avant, attention. Ouais, je me dis que c'est un truc. Je me suis entraîné avec un sac à dos de 17 kilos. Je me suis entraîné avant, vraiment. Donc après, comme quelqu'un qui prépare son marathon, par exemple. Ouais. Qui prépare un Ironman pour les triathlètes, peu importe. Mais en tout cas, il faut se préparer. Bon. La démarche, donc je fais la Tour. Et de Tours, de chez moi, j'ai dit, à partir de Tours, je vais faire des villes-étapes. Et des villes-étapes entre 30 et 40 km jour. Donc, ce qui correspond à peu près à max 3 heures sur les patins. 3 heures dans les situations optimales. Oui, parce que tu as un sac à dos de combien de kilos, rappelle-moi ? 17. 17 kilos sur le dos. La chaleur. J'ai dû réduire, hein. J'ai pas eu le choix. Ah oui, parce que trop lourd. Et tu l'as fait l'été. Ouais, je l'ai fait entre juillet et août. Ouais, j'ai fait juillet-août. J'ai eu de la chance avec le temps. J'ai eu vraiment de la chance avec le temps. Et après, j'ai fait mes villes-étapes de Tours jusqu'à Nantes. Et je faisais un peu de camping. J'ai pas voulu faire du camping sauvage, donc j'ai fait camping. Et j'ai fait, une fois sur 3, j'ai fait un Airbnb pour dormir dans un lit, quoi. Je peux comprendre. T'as usé combien de roues pour faire tout ça ? Ah, alors figure-toi qu'il m'a fallu 2 séries de roues. Parce que je suis en 3 roues, 110 mm. Et donc j'ai dû changer une fois à Nantes. Parce que quand je suis allé à Nantes, j'ai Yann Guyader, qui est aujourd'hui mon parrain de ma structure. Yann Guyader, qui a été 4 fois champion du monde et 16 fois champion d'Europe de course. C'est le monsieur roller de la course, quoi. Voilà, je veux pas écorcher les dates, mais il faut regarder. Hein. Yann Guyader, c'est une pointure dans le roller. Et donc il est venu me chercher, il travaillait pour une structure qui s'appelle Ligne Droite sur Nantes, qui a pignon sur rue. C'est Ligne Droite, c'est celui qui organise les 24 heures du Mans roller. Christophe Odoard, qui est venu me chercher à Nantes. Donc du coup, j'ai passé une super journée avec Yann et j'ai participé à la rando roller de Nantes, 14 km dans la ville de Nantes. Je me suis régalé. Là, du coup, j'ai posé mon sac dans ma chambre et j'ai kiffé tout le long, quoi. Voilà, et j'ai rencontré un monde fabuleux, des gens qui étaient dans le même esprit que moi. Et je me suis dit, mais mince, ça c'est du lien, ça c'est de la relation. Il y avait tout, il y avait pas de limite, c'était intergénérationnel. Oui. Tu vois, il y avait pas, c'était un mélange entre jeunes et moins jeunes, c'était génial. On partageait la même passion. Donc durant cette partie-là. Et ensuite, Christophe m'a emmené par le passage du Gois, ceux qui connaissent, pour atteindre Noirmoutier. Noirmoutier, j'ai passé une journée là-bas. Là, j'ai ouvert les yeux, j'ai vu l'océan. Et ensuite, mon périple a redémarré de Noirmoutier jusqu'à Île de Ré. Et Île de Ré, je suis resté 2 jours. Île de Ré, c'est le paradis pour le vélo et pour le roller. Ah, ça, c'est clair. Oui, il n'y a pas de voiture à l'Île de Ré. Enfin, tout se fait en vélo et en roller, forcément. Ah, laisse tomber. Moi, on n'était pas beaucoup en roller. Hein. Mais alors, du vélo. Et là, j'ai montré, si tu veux, quelque part. Là, vous allez à l'Île de Ré, vous passez. Allez, moi, j'ai passé 2 jours. Mais vous passez une semaine à rider là-bas. Mais c'est fabuleux. Tu passes d'un marais à l'océan. Enfin, vraiment, c'est les oiseaux. Enfin, je veux dire. Le cadre est propice à en plus découvrir et en plus dans un cadre comme celui-là qui est axé sur nature, vélo, hors voiture, voilà, roller. Enfin, on est vraiment dans un état d'esprit qui correspond totalement à ce que tu recherchais, quoi. Et il faut que les villes aujourd'hui investissent les lieux. Alors que ça commence, on sent qu'il y a une émergence là-dessus. Pistes cyclables, voies vertes, des placements doux. Et à un moment donné, j'ai même été suivi par France 3 Centre Val de Loire, qui a fait un sujet sur mon raid, qui a trouvé l'idée super intéressante. Et du coup, j'ai pu m'exprimer sur le fait de développer ces pistes cyclables. Oui. Développer un peu la place du roller qu'on peut laisser aussi. Parce que je me dis, le roller, c'est... voilà, pourquoi pas il y a le vélo, pourquoi pas le roller ? Ah bah, tout à fait. Et le roller se prête bien sur des longues distances, la preuve. Et Cyril, durant ce périple, tu as souffert le plus où ? C'est-à-dire le dos, les jambes ? C'est où que tu as le plus souffert ? Alors, j'ai essayé d'être précautionneux, notamment au niveau de mes genoux. Voilà. On n'a pas les mêmes genoux quand on a... Là, moi, j'ai 47 ans, donc on n'a pas les mêmes genoux quand on en a 20. Donc, moi, j'avais des huiles essentielles à mettre tous les soirs pour les articulations, pour pouvoir justement soulager au maximum. Parce qu'on est souvent en flexion, on est souvent en isométrie sur un appui pour tenir l'équilibre.
et l'autre pied qui pousse. Donc il y a toujours un pied qui pousse et un pied qui tient le poids du corps dans la glisse. Et après, on inverse les rôles au niveau des appuis. Donc on est souvent en action, si tu veux, en flexion sur les genoux. Le dos, paradoxalement, moi j'avais un bon sac à dos qui me maintenait. Il y a une position à adopter. Alors au début, quand on apprend, on est un peu trop penché vers l'avant parce qu'on compense et on oublie de fléchir suffisamment les genoux. C'est les genoux qui doivent fléchir et pas le dos. Parce que sinon, tu prends cher au niveau des lombaires. Donc il y a une position, si tu veux, un peu non pas trop redressée, mais intermédiaire, qui fait que tu vas agir plus sur les genoux. Donc j'ai envie de te répondre, les genoux, en priorité. Après, au niveau de l'équipement, moi j'ai souffert sur ma préparation. Tu parlais de ça, là où j'ai souffert le plus, c'était dans ma préparation. Parce que quand j'ai eu mes nouveaux patins, il a fallu à un moment donné intervenir avec un spécialiste qui m'a un peu préformé. Parce que quand on fait de la distance, c'est comme une chaussure de ski finalement. Il faut le faire à son pied. Et peut-être que j'ai manqué un peu de temps parce que j'ai la marque Rollerblade. Alors je sais pas si ça va être censuré au niveau de la vidéo. Pas du tout. En tous les cas, Rollerblade, ils m'ont suivi. Donc j'ai eu des patins qui a permis aussi qu'on parle d'eux. Et la preuve en est, je continue à en parler parce qu'ils m'ont soutenu dans la démarche. Et je les ai eus un peu tardivement. Ce qui fait que j'ai quand même dû préparer le terrain durant une quinzaine de jours avec des nouveaux patins. Ouais. Parce que je suis passé de 80 mm, 4 roues, à 3 roues 100 mm, donc avec un diamètre plus grand, avec une platine aussi courte d'ailleurs. Sauf que j'ai dû préparer mon chausson. Et pour préparer le chausson, je me suis chopé au début une petite ampoule parce que je faisais... Voilà. Question, c'est quoi un chausson? Le chausson, en fait, un chausson dans la... Attends, bouge pas. Ça va être très radiophonique ce que tu vas faire, je pense. Non, mais on va le faire. Non, mais parfait, ça me va, pas de soucis. Faut que les auditeurs, ils soient... voilà, si à un moment donné, ils ont envie de se mettre au roller... Ah non, mais moi, je suis passionné, j'adore. Parce que l'objectif principal, on va en parler peut-être de l'objectif principal, c'est de voir un maximum de gens pratiquer, quoi. Ah, mais c'est le but. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Et on le mettra sur notre chaîne YouTube. Ah, mais complètement. Donc ça, c'était ton roller. Ok, ça me va. Ouais, c'est le patin. Bon, il faudrait que je les nettoie un peu parce que je roule un peu en tout temps. Je suis en tout temps. Ouais. Bon, Cyril, tu peux le remontrer, mais bouge moins. Ouais, fixé un petit peu. Donc, si tu en pratique, tu as les patins. Voilà. Moi, ça, c'est le patin. Hop, bouge plus. Ok. Super, parfait. Nickel. Parfait, nickel. Donc, c'est une 3 roues 110 mm, tu vois, c'est le diamètre de la roue. Et mes anciens patins, bouge pas, c'est aussi la même marque, mais en 4 roues 80. Ah ouais, pas la même du 4 tout. roues, mais pour apprendre, c'est bien pour démarrer avec du petit diamètre. Voilà. D'accord. C'était les mêmes rollers que mon frère. Qui sont restés dans le placard. Voilà. Alors ça, c'est ce qu'on appelle des produits freeride. Freeride, ça veut dire c'est des produits qui peuvent aller en urbain comme sur les voies vertes. Parce que l'idée, c'est de pouvoir passer partout. Je dis souvent, je marche comme je roule ou je roule comme je marche. Et c'est ça un peu l'état d'esprit. Et le chausson, pour revenir à ta question, en fait, le chausson, voilà, je l'enlève et tu as le chausson. Donc le chausson et la coque, puisqu'en fait, tu as la partie dure, il faut la faire, tout ça, il faut le faire à son pied. C'est vrai que ça ressemble beaucoup aux chaussures de ski. On est complètement là-dedans. Et ce que j'ai rajouté, moi, pour le confort, parce que je me suis dit quand même, là, j'ai de la distance. Si j'ai mal aux pieds, je suis mort. C'est fini. Oui. Pas que les pieds. Les genoux, tu parlais du dos. Le test avec le sac à dos, je l'ai fait au préalable. Ma préparation avec les rollers, mais il a fallu. Et j'ai poussé le bouchon plus loin. J'ai fait faire, par une structure, des semelles. Oui. Pour ajouter du confort. Et on est dans le registre du ski, en fait. Oui, c'est absolument. Ça. Absolument. Voilà. Donc tu pars en préparation. Ta préparation a duré combien de temps? 3 semaines. 3 semaines de préparation au total? Intensive. Ça veut dire c'est-à-dire je pesais mon sac, j'ai essayé d'enlever des éléments, prendre une tente la plus petite possible, 1,4 kg. 1,4 kg, d'accord. Le tapis pour pas avoir mal au dos avec l'humidité. Enfin, moi, je pas tous les gens. Tu t'es vraiment préparé. Ton sac a été aussi une préparation finalement. Énorme. Énorme. Donc, tu t'entraînes pendant 3 semaines à raison de combien d'heures par jour? Alors, non, j'irai pas. Oui, je vais sortir tous les jours entre 1 heure et 3 heures. D'accord. Ouais, quand même, costaud. Et j'ai fait, parce que c'était le format que je me suis imposé. Et j'ai dû faire, peut-être avant, j'ai dû tirer un peu sur la corde et
et dépasser un peu les 3 heures pour être sur des distances un peu plus longues. Parce que personne n'était capable, dans ce que j'ai pu essayer de recueillir en termes d'informations, de savoir si j'allais toujours rencontrer du bitume. Oui. Et quand on ne rencontre pas du bitume, il faut prendre des chemins de traverse, c'est-à-dire des routes dans la campagne, là où passent les tracteurs. Sympa. Donc, je te laisse imaginer le revêtement parfois. Donc, c'est pour ça j'en appelle, là, si j'en profite, là, s'il y en a qui, les politiques ont l'occasion de voir cette vidéo, et je vous le souhaite, parce que c'est eux qui décident au final, c'est de se dire à un moment donné, allons-y, créons de la voie verte, créons. Je veux dire, c'est pas parce que tu mets du bitume que tu dénatures un site. Hein, du bitume, c'est 2,50 m de largeur. Et voilà, tu peux le mettre dans un cadre paradisiaque. Les gens feront du vélo, les gens feront du roller, les gens feront de la trottinette, les gens feront du longboard. Et tout le monde. Et mon slogan, c'est Let's Ride. Ça veut dire venez rouler. Hein, venez tous rouler. Parce que finalement, cette tendance, on a besoin de s'aérer la tête. Oui, c'est sûr. Parce que la situation est difficile pour tout le monde, quoi. Non, mais en plus... Pour info, à Marseille, ils ont réduit sur la corniche la voie pour les voitures. Et ils ont même, je crois, agrandi en prenant sur le front de mer pour tout ce qui est roller et vélo. Parce que Marseille, c'était catastrophique. Ils avaient mis des vélos libres, mais il n'y avait pas de voie de vélo. Donc il n'y avait que des accidents. Voilà. Et c'était un gros bordel. Bah, tu vois, Marseille commence à se mettre au vélo et au roller, donc c'est bien. Au roller, ouais, mais c'est ça. Et c'est des grosses agglos qui doivent donner l'exemple. C'est vraiment bien. Et ensuite, faire des relais, des liens. D'accord. Une question aussi, c'est moi ce qui m'a toujours empêché de faire du roller, c'est la notion de risque et de danger, de chute. Ça, c'est quelque chose que tu ne trouves pas dans le running, par exemple. Le running, bah, tu sors, tu cours, à la limite, tu sais courir, tout le monde sait courir. Encore que. C'est vrai que ça peut être dangereux dans certaines situations. Mais c'est vrai que le roller, on a toujours ce truc-là de, bah, on va tomber, on va se casser la gueule, on va se faire mal. Un peu ce qu'on peut retrouver ici dans le ski, tu as raison. Est-ce que c'est pas ça qui donne un petit coup de frein à cette activité ? Alors c'est un peu la difficulté, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dès le moment où j'ai le premier contact, c'est effectivement ce paramètre que je déverrouille le plus tôt possible, notamment dans mes cours d'initiation, où c'est effectivement la première chose que je tente en tout cas de déverrouiller, parce que tout se passe dans la tête finalement. Hein. Cette appréhension, tu l'as souligné, c'est déjà d'adopter la bonne posture. Et la bonne posture, en fait, on n'a pas de lien ou de relation avec la position arrière du corps, hein. C'est-à-dire celle où tu te situes sur la roue arrière ou en déséquilibre assis sur la roue arrière. Là, on évite complètement ce schéma et je vais vraiment mettre l'accent sur l'attitude et sur la posture vers l'avant, en déséquilibre légèrement avant, qui fait un peu comme au ski, hein, finalement, oui. Puisque dans la chaussure de ski, alpin, hein, je précise, oui. On a cette position en déséquilibre avant qui vous oblige à avoir les genoux fléchis. Oui. En roller, vous pouvez avoir les genoux tendus, mais moi j'insiste pour avoir justement les tibias sur les languettes et de forcer ce déséquilibre avant de telle manière qu'en adoptant cette posture, il ne peut rien vous arriver. Voilà. Et je vais même plus loin pour casser ce mythe de cette chute. C'est une des premières choses que j'enseigne, c'est savoir maîtriser sa chute. C'est-à-dire qu'on a, à la base, initialement, nos protections. Pourquoi avoir des protections, si ce n'est de savoir les utiliser. Et l'idée, c'est de créer ce déséquilibre pour aller jusqu'à maîtriser sa chute, de telle manière que quand vous êtes un peu en difficulté, quand vous avez moins d'aisance ou vous vous sentez pas rassuré, vous pouvez aller jusque-là. Vous pouvez aller jusqu'au sol sans vous faire mal, puisque vous êtes protégé. Ah, donc tu pousses le pratiquant à aller jusqu'à quasiment un déséquilibre sur cette position avant, pour finalement se dire, voilà, dans cette situation, il va t'arriver ça. Au pire, c'est à toi de regarder comment tu vas réagir, c'est ça ? Tu l'as dit, Amine, c'est au pire. C'est-à-dire que si on crée ce déséquilibre avec cette flexion de genou, c'est-à-dire qu'on descend à la base, parce que finalement, la finalité, c'est de descendre le centre de gravité au plus bas, et pas l'inverse. Parce que dès le moment où on commence à battre des ailes, c'est jamais bon. C'est ce qu'on appelle la technique de la peau de banane, et ça, on n'en veut pas. Ouais. C'est au contraire, c'est descendre son centre de gravité, et 9 fois sur 10, on se rééquilibre. 9 fois sur 10. On n'a pas nécessairement besoin d'aller jusqu'à la chute. Mais
il est possible, je vais pousser le vice jusque-là, dès mes premiers instants de pratique, d'enseignement, avant même de tenir en équilibre, c'est d'utiliser cette capacité à se dire je peux aller jusqu'à tomber et à maîtriser son chute sans me faire mal. Et ça, je pense qu'à chaque fois que je l'ai utilisé, j'ai en tout cas réussi, on va dire la majeure partie du temps, à déverrouiller quelque chose psychologiquement. Donc ça veut dire que si je viens chez toi, je pratique avec toi, mais je suis mauvais en roller, je te dis tout de suite. Je pratique avec toi, je me mets sur des rollers, donc déjà pendant un quart d'heure tu rigoles parce que je pense que tu vas te marrer. Tu pousses finalement la machine jusqu'au bout en disant bah Amine, tu vas aller jusqu'à la chute. Et au final, ça déverrouille quelque chose dans mon esprit en me disant mais en vrai, j'ai plus besoin d'avoir peur. Ah oui. C'est fou, oui, parce que dès le moment où on crée cette relation avec un environnement ou en tout cas une posture qui vous sécurise, automatiquement dans la tête, il y a des choses qui se font. En se disant, oui, si je respecte ça, parce que je dis bien l'inverse aussi, pour pouvoir rendre attentif le pratiquant en disant, attention, si vous tendez votre corps, si vous vous tendez, vous redressez, moi je vous mets en garde, et que vous commencez à lever les coudes au-dessus de vos épaules, le danger apparaît. Donc je vous dis tout l'inverse. Je vous dis, ça ne va pas. Vous descendez dans vos appuis, vous essayez de vous rapprocher du sol, et auquel cas, 9 fois sur 10, vous allez vous rééquilibrer. Et de 2, si vous devez aller à la chute, alors y allez franchement. Parce que je vous donne, en tout cas, le principe je vous donne tous les outils pour pouvoir tomber sans vous faire mal. Et ça a une valeur, si tu veux, dans la suite de mon apprentissage, oui, qui est inestimable. Parce que du coup, la personne, elle se dit, ah ouais, c'est vrai. Charge à lui, alors évidemment, y a toujours des gens encore qui se tendent, mais je suis là justement pour articuler et dire, attention, il peut m'arriver parfois de bousculer la personne en disant, là, on descend. On descend, oui. Et pas l'inverse. Parce que moment où on commence à battre de l'aile. C'est intéressant les leviers psychologiques finalement, parce que je suis persuadé qu'aujourd'hui, le désamour, je prends un mot fort, pour le roller aujourd'hui par rapport au running, par rapport au vélo par exemple, il est dû à la chute, même si je pense qu'en vélo, tu peux aussi tomber de manière assez violente et te faire de gros bobos. Même plus, parce que peut-être, voilà. Mais en tout cas, dès que tu manipules ton esprit dans le sens où aller face à sa peur, tu t'appréhendes un truc finalement qui est pas aussi violent que ça, et ton esprit se déverrouille et permet peut-être même d'avoir plus d'aisance pour pratiquer les mouvements et avancer. Tu fais bien de le souligner parce que c'est vraiment, tu parlais de frein, c'est vraiment un frein. Aujourd'hui, moi, c'est le seul. Donc, du coup, pas le contact au départ avec la personne. Mais en revanche, peut-être que ça va être une utilité, ce que vous proposez. Parce que dans l'esprit des gens, tu l'as souligné, effectivement, on est dirigé par notre cerveau. Complètement. Et que naturellement, ces freins-là, c'est que nous-mêmes. Tu parlais de la chute en vélo. Je rends attentif, celui qui chute en vélo, il a un outil dessus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comment tu te rattrapes ? En revanche, en roller, on est comme si on était à pied. Avec des vitesses, je dirais, dans un format loisir qui va frôler les 13, 14 km/h, vous voyez, en vitesse loisir. Ouais. Donc la chute, derrière ça, alors on peut se dire le béton, oui, mais quand on chute en ski que c'est verglacé, c'est pas mieux. Oui, ça c'est sûr. Non mais j'ai fait des chutes en vélo. Excuse-moi, t'es sur le bitume et tu ramasses. Donc. Et comment tu te rattrapes ? T'as les deux pieds sur le pédalier. Comment tu te rattrapes ? Alors que là, en roller, c'est comme si c'était à pied ou en courant. T'es quand même au sol, qu'on le veuille ou non. Oui. La seule certitude aujourd'hui et qui fonctionne, c'est d'adopter la bonne attitude pour être proche du sol, si bien même, à un moment donné, je peux comprendre qu'une personne, à un moment donné, peut avoir des fragilités, surtout au démarrage, d'avoir cette forme de crainte, cette forme de peur. Mais si on lui explique bien que tout se passe devant et rien derrière, on prend le soin d'être rigoureux, discipliné dans son attitude, pour qu'ensuite, ça soit une seconde nature. Et l'idée, c'est une fois que la seconde nature est posée, il peut plus rien arriver. Voilà. Tu crèves l'abcès, tu crèves l'abcès dès le début, tu crèves l'abcès sur la chute, et ceci rend pas plus facile, mais la personne se dit, tiens, il a parlé d'une chose que normalement on ne parle pas en roller, parce que quand on vend, je prends l'exemple d'une vente, quand on vend des rollers, on ne va pas parler de chute, on va parler plutôt de plaisir. Et toi, direct, tu parles de chute,
Et donc, limite, ça rassure les personnes. Moi, je sais, mon frère, quand il s'est acheté, je me rappelle, il s'était acheté des rollers, il s'est cassé la gueule et il en a fait qu'une fois. Hein. Derrière, il les a plus touchés. Parce que cette chute l'avait freiné. Tu as tout à fait raison, Pierre, en soulignant ça. Il y a beaucoup de gens, hein. Moi, je le vois autour de moi, qui ont des paires de rollers dans le grenier ou dans la cave, parce qu'ils l'ont utilisé une fois, ils sont mal tombés, hein, ce qu'on appelle la chute arrière, hein, qui vous descend à hauteur de bassin et vous tombez sur le coccyx ou sur la hanche ou autre. Et ça, effectivement, c'est pour ça tout l'intérêt de l'enseignement au départ, pour justement déverrouiller cette crainte qu'on peut avoir au départ. Et alors, pour quelqu'un qui ne maîtrise pas ton sport, combien de temps il faut pour une personne quasi normale pour maîtriser, pour être assez à l'aise? C'est long à apprendre? Tout est relatif. Je dis tout est relatif parce que tout dépend de la base de la personne que j'ai en face de moi. Si c'est quelqu'un qui est sédentaire ou c'est quelqu'un qui a une autre pratique sportive ou qui a été sportif, hein, vous voyez, en gros 3 grandes familles. Celui qui n'a jamais, ou en tout cas jamais ou peu fait de sport, lui, il a besoin de se réathlétiser puisque le roller appelle beaucoup tout ce qu'on appelle, là je rentre un peu dans la technique, je vais être un peu technique, mais on rentre dans tout ce qui est muscle de l'équilibre. Donc ça veut dire les muscles profonds. Et les muscles profonds, ceux-là, nécessairement, on a besoin un peu de se réathlétiser à ce niveau-là. Donc il aura peut-être plus de difficultés, ou en tout cas plus de difficultés. La démarche sera un peu plus longue pour pouvoir être à l'aise sur ses patins, parce que justement, il va réactiver son corps. Il va découvrir qu'il avait des muscles que peut-être il soupçonnait pas. proche du squelette, comme on dit. Hein, c'est les muscles profonds, c'est les muscles de l'équilibre. Hein. Oui. Ensuite, tu as ceux qui avaient fait du sport et qui s'y remettent. Celui-là, c'est un peu comme le vélo. Il va falloir la démarche ou le processus va être un peu plus court. Et évidemment, celui qui a toujours fait du sport ou qui pratique un autre sport, celui-là, il va vite être dedans. Cyril, juste pour continuer, et puis j'allais dire même pour conclure un peu, je vois que tu es quasiment militant pour ton sport, et ça, nous, on aime les gens passionnés, justement, on cherche à donner envie aux gens de faire du sport. Et je sais que donc, tu as créé une structure, tu en parlais, Let's Right. C'est juste pour donner envie aux gens de pratiquer, pour te suivre finalement dans tes défis? Alors, pas que. Aujourd'hui, c'est une structure privée. C'est une structure privée. Moi, mon intérêt, parce que il n'y a pas plus tard qu'hier, j'étais en discussion justement sur ma com à venir, savoir vers quoi je devrais tendre. Moi, je veux militer effectivement pour la pratique. Je veux dire, si on a de plus en plus de monde qui pratique, c'est un enjeu. Pour moi, c'est un enjeu de société. Ça dépasse le côté lucratif du truc, quoi. Oui. Je veux dire, moi, aujourd'hui, je l'ai pas dit, mais en préambule, moi, je suis salarié d'un club de volley. Moi, je suis entraîneur de volleyball. Oui. Voilà. Ça, c'est mon métier principal. D'accord? Maintenant, ceci étant, le roller, ça reste un plaisir perso. Et moi, je veux simplement essayer de partager ce plaisir perso au plus grand nombre. Et de se dire qu'on casse ce frein de la chute, qu'on se dit, mais moi, les sensations que le roller me procure dans la glisse, ceux qui sont skieurs, je leur dis, venez. Déjà, priorité, tous les skieurs doivent se mettre au roller, ça c'est sûr. Ouais, c'est parce plus que facile. les sensations sont à l'identique. On a cet esprit de glisse, cet esprit de liberté, cette sensation de liberté. Les paysages, parce que tu vois plus de paysages quand tu fais du roller que quand tu cours. Oui, ça va plus vite. C'est pas les mêmes paysages. Mais comme je vais plus vite, les distances, tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, je dis que c'est tu peux alterner. Celui qui est coureur, il peut faire du roller. Celui qui fait du roller peut se mettre à la course à pied. C'est bien. Et je vais préciser quelque chose d'important. Celui qui a l'habitude de courir, l'effort que produit celui qui pratique du roller, c'est vraiment du fractionné. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas donner, mais tu peux laisser glisser. Et pendant que tu laisses glisser, tu continues à avancer. Oui. Et tu reprends. En fait, il y a une fréquence. Après, tu peux tenir une durée. Tu peux sur un plateau, tu peux tenir une vitesse, c'est pas un problème. Mais à des moments, pour rendre cet effort accessible à tous, on peut dire que de temps en temps, tu peux laisser glisser et ensuite tu repars. Donc, tu gères.
ton effort. Voilà. C'est le petit Donc clin tous les d'œil. gens qui font et du running et du ski, faut se lancer, j'ai envie de te dire. C'est ça ? Ah ben le sportif, il va avoir des capacités, je dirais, il va lui falloir peut-être 1 ou 2 cours un cours pour vraiment casser certaines choses. Et une fois qu'il aura adopté la bonne posture, qu'il aura compris comment tenir son quart interne pour se propulser, et que l'autre, on peut gérer le quart externe pour l'équilibre, parce qu'il y a le quart externe aussi, qui permet la stabilité. Vous allez venir chercher une double poussée, mais là on rentre un peu plus technique, mais ça c'est pour s'économiser, parce que le but c'est vraiment de s'économiser et éviter, j'en vois beaucoup qui patinent en canard. Oui. Donc ça veut dire que tu es tout le temps en interne, c'est-à-dire que si tu poses pas le pied, tu tombes. Alors l'idée, c'est au contraire de venir chercher la ligne médiane ou légèrement extérieure sur l'appui, pour t'économiser, parce que tu peux tenir longtemps sur un appui. Oui. Et ensuite tu gères ton effort. Enfin, voilà. Et tout ça, celui qui est sportif, il va vite prendre le pli. Celui qui l'était, il va reprendre goût au sport, parce qu'il va pouvoir alterner son effort. Et celui qui l'a peu été ou jamais été, il va commencer à prendre du plaisir au départ. Alors, la démarche, comme dit, le processus sera un petit peu plus long, mais il va trouver du plaisir aussi. Et ce plaisir-là, je veux simplement le partager. Voilà. Et j'y pense, mais c'est vrai que tous les Pierre, on en avait parlé dans le podcast où on parlait de la marche et c'est un sport finalement qui est pas traumatisant pour les articulations, en tout cas comme la course peut l'être à un moment pour le dos, les choses comme ça. Là finalement on n'a pas tout ce qui est choc ou autre chose. Je fais le spécialiste, mais c'est vous les spécialistes. Oui, non, moi je suis d'accord avec ce que tu dis, Amine. Après, c'est moins traumatisant que la course dans le sens où tu n'as pas d'impact. Ouais. Alors, on parle bien du roller route, je ne vais pas te parler du roller freestyle où il rentre dans des bols, etc. Mais moi, je pense, et Cyril, tu me diras ce que tu en penses. À mon avis, comme tu disais, il faut avoir un bon renforcement musculaire au niveau des muscles posturaux, les spinaux, etc. Lombaires, parce que l'image, moi, que j'ai du roller, c'est l'image que j'ai des Jeux Olympiques où je vois les mecs, ils sont en avant et donc ils ont intérêt d'avoir des lombaires en béton pour pouvoir tenir. C'est pour ça, d'ailleurs, Cyril, que je t'ai posé la question sur les douleurs, où tu avais ressenti le plus de douleurs. Mais oui, à mon avis, c'est beaucoup moins traumatisant que la course à pied où il y a de l'impact. Alors, effectivement, je te rejoins. C'est pour ça que je fais je donne cette... je veux bien faire la différence entre la course, tu parlais des Jeux Olympiques, où les types vont chercher loin, une grande amplitude, donc ils sont obligés de descendre le centre de gravité très bas, donc dans la flexion et dans le mouvement, enfin dans la position du dos. En rando, on n'a pas besoin de tout ça. En rando, on est sur quelque chose, je le répète, 14, 15, 16 km/h, en vitesse de croisière, peinard, et on a cherché à avoir une position intermédiaire sans forcément chercher des longues poussées, une grande amplitude, parce qu'après, il y a ceux qui vont chercher la vitesse. À ce moment-là, tu vas être dans cette notion-là, à descendre plus ton buste. Mais non, je pense pas. La rando, en tout cas, il n'y a pas de danger au niveau du dos. Par contre, j'ai une petite remarque à faire. On n'en a pas parlé, je pense que c'est important. Dis-moi. Dans l'enseignement, je vais parler d'un autre frein, c'est le freinage. Oui. Voilà. Ça peut aider. Pour éviter de s'arrêter sur le mur, ça peut aider. Vos auditeurs, ils sont en train de dire, mais attends, ils n'ont pas parlé de freinage quand même, c'est important le freinage. Je les entends, moi aussi, je les entends. Tu les entends. Bon, le freinage, en fait, il y a plusieurs façons de freiner. Si on est en vitesse de croisière, qu'on est sur de la voie verte, on tient sa droite, etc., sur quelque chose qui est à peu près sécurité, mettre les mains sur les genoux, utiliser le tampon du frein. Il existe des tampons. Oui, à l'arrière ou en avant. Souvent, c'est sur le patin gauche. Voilà, il y a un travail. Donc moi, je l'enseigne assez rapidement. Voilà, c'est une sécurité, mais parce que dès le moment où on va sur des terrains un petit peu plus compliqués, où il y a notamment des pentes, parce qu'appréhender de la vitesse quand on descend une pente, il y a deux façons de l'entrevoir. Si on voit loin et on laisse glisser, et à un moment donné, on décélère jusqu'à obtenir un freinage au tampon. Ou alors, on n'est pas à l'aise, on prend trop de vitesse et on veut gérer, réguler sa vitesse, parce que freiner, ça ne veut pas dire s'arrêter forcément, c'est au moins réduire sa vitesse jusqu'à s'arrêter. Il y a des nuances, cette nuance, elle est importante. Et là, moi, j'enseigne le freinage en T. C'est-à-dire que tu as un pied en appui et l'autre qui balaye en T. Ah oui, j'ai déjà vu ça. L'idée. Et l'autre pied, alors on va me dire, on use les roues. Oui, après, on va l'utiliser quand ? C'est la question, si on va l'utiliser quand ? Après, idéalement, c'est d'utiliser à droite et à gauche. Alors, on a un côté, on est plus à l'aise, qui répond à l'urgence. Et l'autre côté, il est important aussi de le travailler, ce que j'appelle le côté faible.
Et donc, du coup, on harmonise l'usure des pneus, hein, des roues. Et à ce moment-là, il y a une façon aussi de modifier en fonction de l'usure des roues. Il y a plein de tutos qui existent. Hein, je vous invite à aller sur YouTube ou autre, où effectivement, on vous apprend à tourner les roues, quoi. Mais le freinage, je pense, c'est important. Et question, Cyril, alors, par rapport au tampon, là, j'ai eu un peu fait de roller, et c'est vrai que moi, je me suis mangé la gueule avec ce fameux tampon, parce que la descente tampon, quand je mettais le tampon, hop, je partais en vrille, je partais sur le côté. Alors déjà, moi, j'ai 2 questions. La première, pourquoi le tampon que sur un patin, et pas sur les 2? Et la deuxième, c'est sûr que sur les descentes, freiner avec le tampon, moi, je me ruinais. Bon. Alors, je vais répondre déjà je vais pas répondre, je vais d'abord répondre au deuxième point, et je reviendrai sur ton premier point. Le deuxième point, justement, je l'ai signalé. J'ai donné cet exemple-là. Quand on prend de la vitesse dans une descente, il est plus intéressant d'être en appui avant, utiliser le freinage en T, qui laisse traîner le pied, parce qu'on est en appui avant. Donc, si vous avez quoi que ce soit, vous tombez vers l'avant. En revanche, quand on prend de la vitesse, et qu'on ne prend pas le soin de mettre les mains sur les genoux et de lever l'appui gauche pour aller sentir le contact du tampon avec le sol, on aura tendance à être surpris et devinez quoi, à se redresser. Donc, quand tu te redresses et que tu prends de la vitesse dans une pente, tu vois la suite ou pas? Ouais, je vois la fin. Je vous la fais bien. Les rollers, ils finissent à la cave ou au grenier, hein. Ça, je vous l'annonce, hein, direct. Le chasse-neige, ça marche pas, là, en roller. Alors, le chasse-neige... Parce qu'on disait que c'était comme le ski. C'est vrai que quand on veut freiner sur une descente, hop, les pieds en... Oh, je veux te voir en chasse-neige et faire une vrillette en l'air là-haut, ça va être magnifique. Les mains sur les genoux, hop, chasse-neige, et c'est parti. Bon, là, je pense, ouais. J'adore avec l'accent, chasse-neige, j'adore. Alors, là, on a 3 beaux accents. Hein. C'est un petit Cyril aussi. Hein. Moi, j'ai des racines du côté de Perpignan, moi. Ah, voilà, c'est pour ça. Perpignan, c'est le Peigne, tu sais, alors c'est pas bête, tu vois, aussi. Non, le chasse-neige, il y a une particularité. Les pistes cyclables sont relativement étroites. J'ai dit 2,50 m à peu près, hein. D'accord. On est vite parti à droite ou vite parti à gauche sur un chasse-neige. Les pistes de ski, bien souvent, sont plus ou moins larges quand même. Donc quand vous entamez un chasse-neige, en fonction de là où vous mettez l'appui, vous partez vite à gauche ou vite à droite. Et si vous partez vite à droite ou vite à gauche en roller sur 2,50 m de goudron, si à droite tu as de l'eau, il vaut mieux aller dans les champs. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà, je te fais pas l'image. Donc c'est pour ça que j'évite sur une descente, parce que c'est là dont on parle, sur du plat. Voilà, il n'y a pas de, à moins de s'arrêter parce que les gens prennent toute la place qui arrive parfois, ils se promènent avec les enfants et autres. Il y a moyen de ralentir, mais tu ralentis quand même et le chasse-neige est utile. Mais dans les pentes, moi je milite pour le freinage en T parce qu'on a l'appui avant, parce qu'on va gérer sa vitesse, on va gérer le contact du patin qui vient frotter le sol à l'arrière. Tu vas pouvoir gérer ce contact-là. Voilà. Le chasse-neige, t'es vite embarqué à droite ou vite embarqué à gauche. Voilà. Donc les pistes cyclables sont souvent étroites et ça fonctionne pas bien. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Point numéro 2. Le point numéro 1, c'est pourquoi pas sur les 2 patins. Alors ça c'est vrai que c'est une question qui pourrait se poser. Moi, dès le moment où tu sais freiner en T, moi je vais te répondre. Je vais faire, je sais pas si c'est on dit. Une réponse de Normand, je sais pas comment je crois que c'est comme ça qu'on dit. Une fois qu'on apprend le freinage en T, on enlève le tampon. Comme ça, c'est réglé. Voilà. Et on va que sur le freinage en T. Voilà. On va que là-dessus. Mais je reviens sur une notion. Le freinage tampon fonctionne bien sur du plat ou sur des petits dénivelés. Dès le moment où vous passez, chez nous, on a pas mal d'écluses le long des canaux. Je pense que peut-être chez vous, c'est pareil. Du côté de Marseille ou du côté de Lyon, je sais pas. Souvent, il y a des pistes cyclables le long des voies ferrées ou le long des canaux. Voie ferrée, c'est souvent plat, donc il n'y a pas de problème. Mais voilà, il y a des écluses, et qui dit écluse dit montée et dit descente. Voilà. Alors il y a des petites descentes et il y a des plus grandes descentes. Donc ceux qui ne s'aventurent pas dans les grandes descentes, le tampon du frein fonctionne très bien. Voilà.
Cyril, une dernière question. On est Marseille, Lyon et l'Alsace. On peut apprendre à faire du roller partout? Il y a des clubs de roller de partout? J'ai adoré cette grande respiration. Alors attends, je vais te dire, à un tel point où moi je fais ça pour mon loisir, Ouais. je suis plus pointu dans ce genre de questions si tu me parlais de volley, puisque moi, voilà, je suis... Ouais, bien sûr, t'es dans cette fédération. La compétition, ça c'est évident. En termes de roller, il y a des clubs, évidemment, suivant les localités. Ouais. Tu sais que Paris, Nantes, Bordeaux... Ou Bel Air. Lyon, me semble, hein, quand même. Marseille, ça doit pas être... À Bel-Air, il y a ça? Bel Air, il y en a, ouais. D'accord, tu Ça vois. doit pas être si mal que ça. Nous, c'est un peu plus compliqué. Enfin, plus compliqué. On a des clubs, c'est pas le truc. On a un très bon club ici en Alsace qui s'appelle Asphalt Roller, mais qui est plus dans un registre course. D'ailleurs, j'ai l'intention, moi, d'engager, si tu veux, des moments où je trouve des jeunes ou des moins jeunes qui ont envie d'aller s'essayer là-dedans, de les orienter. C'est aussi mon but, voilà, pour que l'activité perdure. Moi, je le fais vraiment pour que les gens, comme tu l'as dit au tout début, ils mettent leur roller comme ils mettraient, comme s'ils prenaient un vélo ou s'ils mettraient une paire de baskets pour aller courir. Moi, je suis vraiment là-dedans. Non, mais aujourd'hui, je pense que t'es dans la... à l'heure où tu veux. Je pense que tu es dans la dans la bonne direction aujourd'hui, vu les problèmes sanitaires que nous retrouvons actuellement. Aujourd'hui, toutes les salles de fitness et de sport sont fermées. Toutes les salles de basket, hand, volley, peu importe, c'est compliqué de pouvoir s'entraîner si on n'a pas la possibilité de s'entraîner à l'extérieur. Aujourd'hui, on cherche tous à faire du sport à l'extérieur. On l'a vu pour l'avènement du vélo après le premier confinement, c'était une folie absolue. Pareil pour le running. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde run à tout va, mais c'est une très bonne chose. Et j'allais dire, le sport qui paraît aujourd'hui le plus naturel à pratiquer, c'est le roller. Après le vélo et la course à pied, il y a vraiment que ce sport qui permet d'avoir cette liberté de pratique facile. On met des rollers dans un placard, dans un grenier, hop, on les sort et on va tout de suite pratiquer. C'est rapide, il faut juste pouvoir maîtriser et j'allais dire évacuer toutes ces peurs dont on nous a largement parlé aujourd'hui, et je trouve ça très bien qu'on ait pu désamorcer un petit peu tout ça parce que on en avait besoin. Et aujourd'hui, tu nous as finalement donné envie de pratiquer ton sport. En tout cas, moi, en tout cas... Moi, en tout cas, je vais piquer les rollers de mon frère. Tu vois, ils savent rien. J'étais en train de me gratter la tête, en train de me dire, où c'est que je vais pouvoir trouver des rollers pour essayer... Tu vois ce que je veux dire? Finalement, et j'arrête pas de le dire dans ces émissions, les gens passionnés te passionne par piqûre directe. Je veux dire, aujourd'hui on discute avec toi et tu nous donnes envie, tu nous donnes cette envie de pratiquer ton sport. Je trouve ça génial. Pierre, tu voulais dire? Cyril, promis, il y aura la vidéo à l'appui, hein, bien entendu. Cyril, si on a la possibilité de monter te voir en Alsace, on le fera avec plaisir, mais de toute façon, tu verras qu'à un moment ou un autre, et on s'engage avec Pierre, comme toutes nos émissions, dès que cette période compliquée va s'arrêter, on va pouvoir faire du roller facilement. On pourrait même l'organiser rapidement, ça, le roller, parce qu'on n'a pas besoin d'attendre que la période soit compliquée, mais faut qu'on se l'organise, et on se promet de toute façon de pratiquer tous les sports dont on parle. Donc le roller fera partie de la liste. Mais venez en Alsace, hein, moi on fait mais je te le dis, le top, ce serait qu'on se l'organise en Alsace. Honnêtement, ce serait un plaisir de pouvoir le faire avec toi. Et moi, j'ai fait du roller, mais honnêtement, c'était une vaste blague. J'ai fait ça aux États-Unis, tu sais. Ils ont des sortes de discothèques. Tu sais, des discothèques où tu tournes dans un truc, sur un parquet, et te mettent de la musique à fond, et tu fais du roller en dansant et tout ça. Amine, excuse-moi de te couper. Moi, je rêve d'un projet comme ça. On n'a plus de discothèque, on n'a plus de lieu de convivialité. Moi, je suis en train de réfléchir à comment créer des événements où tu as de la distanciation, où tu as la possibilité d'avoir une grande discothèque ouverte. Non, mais c'est un truc de... Honnêtement... La musique où les gens, ils se retrouvent, et ce serait génial. Moi, je te le dis... Après, j'ai envie de vous dire, les jeunes, ils font aujourd'hui, il y a des patinoires qui se font... mais c'est exactement ce même style. Noël, il y a plein de patinoires qui s'ouvrent. Je trouve que... Alors, j'allais appeler ça une patinoire de roller, mais c'est ça possible. Mais c'est ça. Le truc des États-Unis, c'est vraiment... Et un mélange entre roller inline, quad. Je sais que, voilà, le quad, c'est aussi sympa. Ah, mais c'est génial. Moi, je suis peureux, je suis une flippeuse et tout ça, mais rien que le concept que j'ai toujours vu à la télé, machin, dès que je suis rentré dans cet endroit, j'ai mis des rollers...
tu commences à te dandiner un petit peu, la musique et tout ça, et puis finalement, tu te rends compte que bah, t'es en train de faire du roller, tu vois ce que je veux dire? T'es en train de danser. Dans le smile, tu vois, il y a ça. C'est une ambiance extraordinaire, enfin franchement. Voilà. Et en revenant en France, je me suis dit, mais pourquoi il n'y a pas un gars qui s'est dit, mais je vais monter un concept comme ça, je mets de la musique, du roller, je fais vivre les gens dans un espace hyper sympa, musique, boisson et tout. Enfin, franchement, c'est un moment délicieux. Vraiment, je le conseille. Si vous avez la possibilité de le faire, il faut absolument le faire parce que c'est topissime. Top. Par contre, tu as dit un truc qui est très juste quand même. Prenez des cours quand même. Ouais, c'est important. Ne vous lancez pas à dépoussiérer vos patins de la cave ou du grenier. Prenez un cours, juste un, déjà si vous êtes sportif, un qui vous donne les bonnes bases et ne partez pas sur des endroits incroyables où il y a beaucoup de dénivelé. Commencez tranquillement, apprenez à gagner en confiance. C'est ça l'intérêt, vraiment. Moi, je vais aller là où il n'y a pas trop de monde, comme ça, si je me mange, on verra pas. Et voilà. Eh ouais, mais l'image, c'est l'image, c'est une vedette, c'est une vedette. Tu sais qu'il y a cette notion aussi, on pourrait le débattre, mais voilà, on va dépasser le timing. Ouais. Mais la notion de casque ou pas casque, tu vois, ça c'est une vraie question aussi à se poser parce que j'ai l'impression que notre société, il est de plus en plus à se dire tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois faire ci. Il y a un côté un peu assistanat très rigide. Moi, je pense qu'évidemment, quand on démarre et quand on n'est pas à l'aise, faut le mettre. Après, voilà. Quand tu vas courir, tu portes pas un casque. J'ai pas vu quelqu'un en train de courir porter un casque. Alors tu vas me dire oui, mais en roller tu vas plus vite. Oui, tu vas aller un peu plus vite, c'est vrai. Tu vas aller un peu plus vite. Mais en fonction de ton niveau, il y a une forme d'adaptation. Je crois qu'à un moment donné, il faut refaire appel à la responsabilité individuelle. Mais ça, c'est un autre débat de société. On pourrait rentrer dans un autre débat, mais c'est un autre débat. Mais de toute façon, le roller, il est en plein dedans, complètement. Voilà. En tout cas, Cyril, moi, ce que je veux, c'est que tu nous files toutes les infos sur ton site internet, parce que je sais que tu as un site internet sur lequel les gens pourront trouver des infos. J'ai une page Facebook et un Instagram. Page Facebook, Instagram, tu nous files ça absolument, qu'on puisse communiquer et qu'on puisse continuer à échanger. En tout cas, nous, c'était un plaisir de te recevoir. Vraiment, on n'a pas été déçus. On nous avait vendu le personnage et on est très content de d'avoir reçu aujourd'hui dans cette émission. J'espère qu'on pourra se recroiser rapidement et faire du sport ensemble et faire du roller ensemble. Et pourquoi pas même du volley, on en reparlera aussi peut-être un jour. Je vous donne une info, je vous donne un scoop. Vas-y, balance. Normalement, fin mai, je vais tourner justement pour cette opération, pour promouvoir le roller. J'ai prévu d'aller 4-5 jours à Barcelone, la capitale du roller, avec Paris. Et après, la prochaine étape, ce sera pas évidemment Paris. Mais je vais d'abord à Barcelone, j'ai besoin de soleil. Eh ben, c'est normal. Avant que tu partes, tu repasses dans l'émission. On se fait un petit 5 minutes où tu nous redis un petit peu où tout va. Et là-bas, on peut te suivre un peu, histoire de garder le lien et qu'on suive ça avec les auditeurs, ce serait cool. D'accord ? Volontiers. Cyril, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci. À très vite. Merci Cyril. Ciao, ciao. Bye. À bientôt. Ciao. Let's ride. Vous avez écouté Dans le cœur d'un sportif. Retrouvez-nous également sur tous les réseaux sociaux et notre site internet dansleceurdunsportif.fr.